Dans ce deuxième exercice sur l'interférence lumineuse, on va étudier l'extrait de CNC 2019. Donc, considérant deux ondes lumineuses monochromatiques 1 et 2 de pulsation respectivement W1 et W1, W2, dont les champs électriques ont pour expression respectivement E1 et E2 qu'on a ici, avec le petit E1 et E2 sont des vecteurs unitaires. Pour simplifier l'étude, on suppose que les amplitudes instantanées des ondes sont additives. On note I de M égale à E, la valeur, la valeur le module de E au carré, valeur moyenne, l'intensité des ondes électromagnétiques de champ électrique, d'une onde électromagnétique de champ électrique E, et bien sûr la valeur moyenne de F représente la valeur moyenne de la grandeur F de M et T. À quelles conditions peut-on additionner les amplitudes instantanées des ondes sachant qu'ils sont de nature vectorielle? Donc l'amplitude c'est quoi? C'est normalement c'est E1 et E2. C'est ça l'amplitude de l'onde. Mais la grandeur c'est vectoriel, mais quand est-ce qu'on peut additionner ce terme-là avec ce terme-là? C'est quand E1 et E2 sont pratiquement identiques. C'est-à-dire, la condition, c'est que c'est dans le cadre du modèle scalaire de la lumière. Lumière. Dans ce cas, il faut que E1 scalaire E2 soit très proche de 1. C'est ça la condition. Donner l'expression de I1 et I2, les intensités au point M euh, des deux ondes prises séparément. Donc I1, si on applique la définition, donc on va appliquer cette définition-là. Donc on peut dire que I1, c'est la valeur moyenne de E1 au carré. Et donc c'est la valeur moyenne, la valeur moyenne de quoi? De E1 au carré. Donc E1 au carré normalement c'est ça. Donc c'est A1 cosinus oméga t moins phi 1. Donc c'est A1 au carré fois cosinus carré de oméga 1 t plus phi 1. Donc c'est la valeur moyenne de ça. La valeur moyenne de ça normalement, on peut faire sortir le A1 au carré et la valeur moyenne de cosinus carré oméga t plus phi 1, c'est une demi. Toujours cosinus carré, valeur moyenne de cosinus carré, ou sinus carré, c'est la même chose, c'est une demi. Donc I1 égale à A1 au carré sur 2. C'est ça l'expression de I1. Et de même, en effectuant le même calcul, on peut dire que I2 c'est A2 au carré sur 2. Donc on aura cette expression-là pour I2. Après, qu'est-ce qu'on veut? Dans la troisième question, on veut calculer l'intensité de l'onde résultante I de M en fonction de I1, I2, oméga 1, oméga 2, et phi qui est égal à phi 2 plus moins phi 1. Donc, on va additionner les intensités car on va étudier le cas où on suppose que les amplitudes instantanées sont additives. Donc, on ne va pas additionner les vecteurs directement, mais on va additionner directement les intensités. Donc, on peut dire que I, on connaît que c'est E au carré. Et E, c'est quoi? Normalement, c'est E1
plus E2. Mais on va dire que ça, il est très proche de E1 plus E2 au carré sans les vecteurs. Ça, bien sûr, il est valable dans cette approximation-là. Donc, c'est comme si on a E1 dans les deux vecteurs et on peut factoriser par le E1 et le module de E1 en carré, c'est 1. Donc, si on remplace par les bonnes expressions, on peut dire que c'est A1 cosinus de oméga 1 t plus phi 1 plus A2 cosinus oméga de t plus phi 2. Et tout ça au carré, bien sûr. Et donc, on peut dire que c'est la valeur moyenne de A1 au carré cosinus carré de oméga 1 t plus phi 1 plus A2 au carré cosinus carré de oméga de t plus phi 2 plus le produit des deux. Donc c'est 2 fois A1, A2 cosinus de oméga 1 t plus phi 1 cosinus de oméga de t plus phi 2. Et bien sûr, valeur absolue de tout ça. La valeur absolue du premier, donc la valeur moyenne normalement c'est une opération qui est linéaire. Donc le premier terme n'est autre que I1, le deuxième terme n'est autre que I2, et le troisième terme, on peut faire sortir 2 A1, A2, on aura valeur moyenne de cosinus oméga 1 t plus I1 fois cosinus de oméga 1 t plus phi 2. Et normalement, on aura cosinus A, cosinus B, c'est cosinus de A plus B, cosinus de A moins B. Donc, on va remplacer par la somme et la différence. Donc, c'est I1 plus I2 plus, pour ce produit-là, on peut le remplacer par ça. Car à cause de cette relation-là, on peut dire que A1 n'est autre que la racine de 2I1. Et à cause de cette relation-là, on peut dire que A2 n'est autre que la racine de 2I2. Et donc, si on remplace ici, on obtient 2 racines de 2i1, 2i2. Donc, c'est ça la relation de A1 fois A2. Donc, ça, c'est E1, E2. Au carré, bien sûr. Donc, cosinus A, cosinus B, c'est cosinus de A plus B. Donc, on aura oméga 1 plus oméga 2 fois T plus phi 1 plus phi 2 plus cosinus de oméga 1 moins oméga 2 fois T plus phi 1 moins phi 2. Et tout ça, bien sûr, valeur moyenne. Donc, on doit ajouter le symbole de valeur moyenne à la fin de notre expression. Euh, donc, ça, sur 2 bien sûr, donc c'est cos A plus B plus cos A moins B sur 2, donc on va éliminer le 2 qu'on a ici. Ce qui va donner I1 plus I2 plus 2 racine I1, I2. Et cette expression-là va se diviser en deux. Donc on aura la valeur moyenne de cosinus de oméga 1 plus oméga 2 fois t plus phi 1 plus phi 2 plus la valeur moyenne de cosinus de oméga 1 moins oméga 2 fois t plus phi 1 moins phi 2. Normalement, toujours, ça est nul. La valeur moyenne de cosinus, c'est 0. Et la valeur moyenne de cosinus carré, c'est 1, une demi. Et donc, on peut simplifier ça pour trouver l'expression qu'on veut. Donc, l'expression qu'on veut, c'est I égale à I1 plus I2 plus 2 racines de I1, I2. La valeur moyenne de cosinus oméga 1 moins oméga 2 fois t
plus l'autre terme, c'est ce qu'on appelle ici phi, c'est phi 2 moins phi 1. Donc on peut inverser les deux pour avoir plus phi, donc phi 2 oméga 2 oméga 2 moins oméga 1, car cosinus c'est pair, et sa valeur moyenne. Donc c'est ça l'expression qu'on cherche pour l'intensité. Une question qui peut se poser ici, pourquoi on a annulé ce cosinus là et on n'a pas annulé ce cosinus là? Ce deuxième cosinus, il est nul toujours, sauf si oméga 1 égale à oméga 2. Normalement, c'est selon les oméga. Si on a le même oméga, c'est-à-dire oméga 1 égale à oméga 2, on n'aura pas une annulation de ce terme. Donc on a une condition sur les oméga et une condition sur les phi, c'est ce qu'on appelle les conditions d'interférence après. C'est pourquoi on a annulé le premier terme, le premier cosinus est toujours nul, car toujours il dépend du temps, alors que pour le deuxième cosinus, il peut ne pas dépendre du temps, et dans ce cas-là, il va être une constante, donc on n'aura pas euh, un terme nul. C'est pourquoi on va garder ça. Et c'est ça la question normalement. La question c'est, il nous demande de trouver l'intensité I en fonction de I1, I2, oméga 1, oméga 2 et phi. C'est ce qu'on a fait. Donner une condition nécessaire de cohérence concernant les pulsations, c'est la condition qu'on a dit. Dans la suite, on suppose que cette condition est vérifiée. Donc, pour 4, pour euh, avoir un terme d'interférence non nul, le terme d'interférence c'est ça, il faut que oméga 1 soit égal à oméga 2 égal à oméga. C'est ça la condition qu'on cherche. C'est ce qu'on appelle la condition de synchronisation. Condition de synchronisation. Après, donc on suppose que cette condition est vérifiée. Donner l'expression de contraste C de la figure d'interférence, l'expression de la constante. La contraste, donc c'est donné, donc il suffit de donner l'expression. Donc C, c'est I max moins I min sur I max plus I min. Et si on utilise ça, normalement la valeur maximale de cosinus c'est 1 et la valeur minimale c'est moins 1. Donc si on remplace, on aura 4 racine de I1, I2 sur 2I1 plus I2. Plus 2I2, donc on peut simplifier par 2 et on aura ici 2. Donc c'est ça l'expression. Mais généralement, la réponse c'est seulement la première partie, mais on peut remplacer ici pour trouver cette partie-là, cette deuxième expression. Donc pour la sixième question, on veut étudier la condition de cohérence temporelle. En pratique, deux sources lumineuses ponctuelles vérifiant la condition de la question 4, c'est-à-dire la question de synchronisation, ne sont pas cohérentes. Expliquez pourquoi. La cohérence, c'est quoi? C'est que le déphasage qu'on a ici, le phi, ne doit pas dépendre de la... ne doit pas dépendre du temps. Dans ce cas-là, il ne dépend pas du temps car on n'a pas le temps à l'intérieur de phi, donc on a phi de m, donc il dépend seulement de la position. Et ici, on parle sur la cohérence temporelle. Lorsqu'on parle sur la cohérence temporelle, on doit comparer la différence de marche avec la longueur de cohérence. Donc, c'est ça l'explication normalement. Donc, il faut dire que même si oméga 1 égale à oméga 2, la différence de marche
delta qui est égal à phi sur 2pi doit être, être inférieur à la longueur de cohérence temporelle LC de la source utilisée. Utilisée pour avoir une cohérence et donc une diffraction. Donc une interférence. Une interférence. Donc un phénomène d'interférence est possible si oméga 1 égale à oméga 2 et on doit avoir aussi une différence de marche qui est inférieure à LC. C'est ça la condition qu'on doit ajouter euh, pour avoir les interférences. Pour la question 6, il nous dit que dans le cas euh, d'ondes acoustiques, il n'y a jamais de problème de cohérence. Pourquoi? Donc, pourquoi on a toujours des interférences dans les ondes acoustiques? Pourquoi on n'a pas de problème de cohérence? À cause du fait que la génération des ondes acoustiques est différente. D'où vient la longueur de cohérence? Il vient du type de l'émission des ondes pour euh, les ondes électromagnétiques. Donc, si on a ici, par exemple, si on a une source de lumière, les ondes générées par cette source-là, ils sont sous forme de paquets d'ondes. Donc, alors que ça, c'est pour les ondes électromagnétiques. Alors que pour les ondes sonores, une source d'ondes sonores va générer une onde qui est continue dans l'espace. Donc il est continu, donc on n'a pas une longueur de cohérence qui est finie, mais une longueur de cohérence qui est infinie. Donc c'est ça LC. Donc les ondes électromagnétiques sont un ensemble de paquets d'ondes. Donc c'est à cause de la mécanique quantique. Alors que pour les ondes sonores, on n'a pas cette notion-là. Onde sonore, c'est une onde mécanique qui se propage dans l'air ou dans un milieu matériel. Donc on n'a pas la notion de paquet d'ondes dans ce cas-là. Donc on peut dire que une onde électromagnétique est formée par des paquets d'ondes alors, alors que les ondes sonores ne euh, comportent pas euh, ce type d'objet. Donc, la notion de... le paquet d'ondes, c'est ce qu'on appelle aussi train d'ondes, c'est la même chose. La notion de cohérence, de cohérence temporelle n'existe pas pour les ondes acoustiques. Après, qu'est-ce qu'on veut dans la troisième question? Expliquer judicieusement, euh, judicieusement que alors comment obtenir deux sources lumineuses
ponctuelles S1 et S2 mutuellement cohérentes. Donc pour obtenir des sources cohérentes, on ne doit pas utiliser des sources séparées, mais on doit utiliser une seule source et un système qui permet de diviser cette source-là en deux sources secondaires, ce qu'on appelle les interféromètres. Donc, il faut utiliser une seule source euh, monochromatique et un système interférentiel. Système interférentiel comme les fentes de Young et les biprismes de Fresnel, etc. Les miroirs de Lloyd. Un système interférentiel qui permet de former des sources secondaires. Sources secondaires. Donc c'est ça la technique qu'on utilise pour trouver ça. Après, il nous dit dans la quatrième question, donner la condition de cohérence temporelle pour deux ondes. Donc c'est cette condition-là. Donc on doit l'écrire dans la question 4. Donc il faut que LC, c'est la longueur de cohérence de la source, alors que delta, c'est la différence de marche. C'est ça la condition. Et pour la dernière question, expliquer le rôle de la longueur de cohérence dans l'observation des interférences lumineuses, donner son ordre de grandeur euh, pour laser hélium-néon et pour la lumière blanche. Donc normalement le rôle c'est quoi? C'est que lorsqu'une source, lorsque la source primaire, donc la source S, va envoyer des paquets, des trains d'ondes ou des paquets d'ondes, il va envoyer des trains bien sûr de même longueur d'onde. J'ai séparé les couleurs seulement pour expliquer le principe. Donc normalement, qu'est-ce qu'on aura? On va mettre ici un système interférentiel. Interférentiel. Ce système interférentiel va prendre des ondes, ces ondes-là, et il va faire deux copies. Une première copie qui vient d'un point S1 et une deuxième copie qui vient d'un point S2. Et normalement, chaque paquet possède un déphasage aléatoire. Donc déphasage aléatoire 1, déphasage aléatoire 2, déphasage aléatoire 3, etc. Ce déphasage aléatoire doit être le même pour les deux ondes. Donc on doit avoir une interférence entre cette onde-là, qui possède un déphasage aléatoire 3, avec la même copie, donc avec un paquet d'ondes qui possède le même déphasage. Si on a une interférence entre ce paquet-là et ce paquet-là, alors on va avoir une différence de phi aléatoire euh, qui n'est pas, constante. Donc on aura une différence qui est aléatoire. Donc, phi aléatoire égale à phi aléatoire de la
premier rang, donc c'est I ici, et J là. Donc moins phi aléatoire de J. Si I est différent de J, on n'aura pas zéro. Si on n'aura pas zéro, on n'aura pas d'interférence. C'est ça la cause de ce problème-là. Et pour, euh, et pour normalement euh, la longueur de cohérence, la longueur de cohérence égale à peu près 10 mètres pour le laser et LC égale à 1 micromètre pour la lumière blanche. Donc le laser, euh, il est facile d'obtenir des interférences par le laser, alors que pour la lumière blanche, il est très difficile. Pour la lumière blanche. Donc il est très difficile d'avoir des interférences avec la lumière blanche qu'avec le laser à cause de la longueur de cohérence. Bien sûr, ça c'est des ordres de grandeur. Selon le laser, on peut avoir des longueurs de cohérence de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres, ou on peut aller jusqu'à 400 mètres pour les lasers, alors que pour la lumière blanche, généralement, c'est de l'ordre de micromètres. Donc la différence entre les deux chemins doit être de l'ordre de micromètres, ce qui est un peu difficile à régler pratiquement.